Plus besoin d'aller étudier en France, aux États-Unis ou au Canada. EISA distingué premier prix excellence de la qualité CEDEAO vous offre des formations de qualité. 80% des diplômes opérationnels, licences et masters de l'EISA sont accrédités par le CAMES. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 forme au DECOGEF et DESCOGEF pour devenir expert comptable de l'UEMOA. EISA dispose d'une licence en sécurité informatique, cybersécurité et cybercriminalité pour acquérir des connaissances en technologie data center, big data, intelligence artificielle, etc. et d'une licence en génie logiciel, diplôme d'ingénieur de travaux informatiques reconnu par le CAMES. Cours en ligne disponible en partenariat avec l'AEF. Pour les 15 ans de l'EISA, gagnez 100% de bourse d'études et frais comptés à partir de 0 francs. Site web www.eisatogo.com. Le conflit israélo-palestinien qui a fini par déboucher sur une guerre ouverte entre Israël et puis le Hezbollah libanais n'est pas sans conséquence pour les jeunes Africains travaillant dans ces milieux, particulièrement pour les bonnes dames qu'on appelle les domestiques qui travaillent auprès de ces Libanais. Et le mouvement Martin Luther King du pasteur Edo Komi a déjà, à partir du 7 octobre dernier, commencé à tirer la sonnette d'alarme sur le sort de ces travailleuses togolaises qui sont dans ces milieux-là. Est-ce que son appel est entendu ou est-ce que nous en sommes? À quel niveau concrètement? Quel est le sort réservé finalement à ces femmes? Et surtout, je rappelle que ça fait plus de 10 ans que le mouvement Martin Luther King déconseille aux uns aux autres d'aller travailler dans ces milieux. Est-ce que cet appel-là aussi est entendu par ces femmes en question? On en parle ce soir dans cette émission. Pasteur Edo Komi, bonsoir. Oui, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. C'est pour la première fois. Oui. Et c'est le plaisir pour moi. Et le plaisir est partagé. Et puisque vous êtes pasteur, j'espère que la grâce de Dieu va couler dans cette émission. Naturellement, je pense qu'on ne peut rien faire sans Dieu, donc que le Seigneur préside à cette rencontre. Très bien. Je rappelais tout à l'heure dans l'introduction que vous avez lancé un appel le 7 octobre dernier. Le Sénégal, il y a eu des mouvements au Sénégal également qui ont lancé cet appel-là. Et nous avons remarqué que ce week-end, par exemple, il y a près de 120 Sénégalais qui ont été rapatriés vers le Sénégal. Qu'en est-il du côté togolais? Merci pour l'opportunité que vous m'accordez pour parler de ce sujet. Il y a plusieurs années que le mouvement Martin Luther s'est lancé dans cette situation, dans ce sujet relatif aux domestiques, travailleux dans les pays du Golfe, Liban, Koweït, Arabie Saoudite, Oman et autres. Il faut reconnaître que c'est des pays de non-droit de manière générale, et notamment avec le fameux kafala qui veut dire que les employeurs ont le droit de vie ou de mort sur les employés. Donc, ce qui fait que leurs droits ne sont pas souvent respectés. Et du coup, nous en sommes là quand, vous l'avez dit tout à l'heure, quand le conflit israélo-palestinien a débouché sur le territoire libanais, donc avec le Hezbollah libanais, ce qui du coup a un grand impact sur la vie de ces travailleuses. Donc, c'est pourquoi le 7 octobre dernier, nous avons lancé un appel aux dirigeants africains de manière générale. C'est vrai quand même qu'il y a le Togo, mais de manière générale, les Sénégalaises, les Togolaises, les Éthiopiennes, les Ivoiriennes et autres qui font souvent ce voyage, qui vont travailler dans ces pays, disons, dans ces pays du Golfe. Donc, pour le moment, ce que je sens du côté du Togo, il n'y a pas eu un grand mouvement. Nous avons saisi les autorités togolaises par rapport au sujet. Nous les avons toujours saisis par rapport à ce sujet parce que j'estime que la cause principale, c'est le manque d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Bon, donc les femmes se disent que leur destinée peut être obtenue ailleurs. À partir de là. Mais souvent, les gens reviennent avec beaucoup de conséquences négatives sur leur vie. Les gens reviennent bredouilles des fois. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a voyagé 2 ans, 3 ans, qui revient bredouille parce qu'à la dernière minute, on l'accuse.
on l'accuse peut-être d'un délit qu'elle n'a pas commis, mais qui la ramène peut-être au commissariat ou bien à la police, donc à la prison. On va bientôt revenir sur les conditions de travail de ces femmes. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, vous avez dit qu'il n'y a pas grand mouvement du côté des autorités togolaises. Est-ce que vous les avez approchées à part le communiqué que vous avez publié? Oui, nous avons demandé à voir les autorités togolaises après notre sortie médiatique. Mais pour le moment, il n'y a pas d'une réponse positive. Donc, j'espère quand même que ça va être fait. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous inquiète, c'est que le conflit s'est désormais transporté à Beyrouth, puisque les expositions sont attendues hier à Beyrouth, ce qui veut dire que c'est au Beyrouth. Au bord même de l'aéroport. Oui, au bord de l'aéroport. Et c'est la plupart de ces travailleurs domestiques sont plus à Beyrouth, ce qui veut dire que la situation va se compliquer pour ses compatriotes, pour ces citoyens africains. Et comme je le dis toujours, dans ce genre de situation, c'est sauf qui peut. Puisque les autochtones même commencent par fuir. Oui, il y a au moins 2 millions de déplacés. Alors quel sera le sort de ces travailleurs domestiques? Et les images nous montrent que la situation est très compliquée. Et donc c'est le sort qui est réservé à ces compatriotes. Et nous saluons le Sénégal qui a déjà fait un mouvement avec environ 120 personnes qui sont rapatriées. C'est déjà un bon signe. Je crois qu'il y a le Kenya, il y a d'autres pays quand même qui envisagent de le faire. Mais je crois que le plus tôt sera le mieux. Sinon, on sera là et les dégâts humains seront très, très dramatiques. Est-ce que le silence togolais ne peut peut-être pas être dû au fait que nous n'avons pas une ambassade là-bas sur le terrain directement? Bon, vous savez, dans les pays du Golfe, comme au Koweït ou autres, il y a quand même des consuls. Il y a des consulats. Il y a des consulats et la plupart des temps, vous savez, quand il s'agit d'un consul, c'est un consul honoré qui est naturellement citoyen. Citoyen de ce pays, et apparemment il ne règle pas les problèmes comme cela se doit. Mais pourtant c'est une ambassade, donc on a un Togolais qui est ambassadeur ou bien qui est consul général, qui est de la nationalité togolaise. Alors cela rend un peu facile la situation, mais des fois nous sommes toujours heurtés à leur réticence par rapport au règlement des situations quand ces compatriotes sont dans des problèmes difficiles. Donc le consul apparemment est débordé. Les consuls, la plupart sont débordés et puis ne répondent pas comme cela se doit. Mais nous avons quand même une ambassade dans la zone, même si c'est pas au Liban, on a une ambassade en Turquie. Oui, en Turquie, même en Koweït, en Turquie. Mais ce n'est pas aussi facile parce que vous avez bien fait de parler de la Turquie. Les Africains même sont dans des situations difficiles en Turquie. En Turquie même, ce n'est pas vivable. Nous l'avons dénoncé. Vous vous rappelez que le président turc était déjà au Togo. Absolument. Et quand il venait, nous avions voulu même manifester parce que l'accueil qu'on réserve aux Africains en Turquie, ce n'est pas ça. Alors cette histoire-là, peut-être on en parlera autrement. Mais je pense que la Turquie aussi n'est pas un État, ce n'est pas favorable aux citoyens africains. Donc rien ne peut se faire aussi en Turquie. Alors ce qu'il faut éventuellement, c'est d'harmoniser, c'est de conjuguer les efforts. Les pays africains doivent conjuguer les efforts pour que si c'est un avion qu'il faut affréter peut-être du Nigeria, d'un pays, alors là on prend on va prendre ça va être un rapatriement volontaire parce qu'il ne va pas être forcé. On va forcer les gens à rentrer, ça va être volontaire et que si ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer et du coup on le fait et puis on les ramène dans un pays et puis maintenant l'État togolais ou bien les autres pays peuvent les ramener au bercail quand le moment sera opportun. Il faut sauver juste leur vie pour le moment. Moi je suis surpris quand même que quand certaines personnes disent que actuellement elles sont encore à l'aise au Liban, ça me fait ma passion. On ne peut pas être à l'aise dans une situation comme ça où les bombardements au quotidien, ce n'est pas facile. Mais est-ce que quelque part le désespoir qui a poussé certaines personnes à quitter le pays ne pourra peut-être pas leur souffler peut-être une idée dans la tête en disant il vaut mieux mourir peut-être sous les bombes que de retourner dans la misère ambiante? Oui, peut-être que vous savez une dame qui a quitté le Togo qui a dit à ses proches qu'elle est
qu'elle est en voyage et qu'on la rapatrie. Quand il s'agit de rapatrier, vous revenez bredouille, apparemment vous n'avez pas grand-chose, et qu'elle ne vient pas pour réaliser son rêve, alors c'est de la honte. Bon, donc les gens préfèrent peut-être que mourir dans cette situation-là de déshonneur que de rentrer au bercail. Bon, donc ça c'est leur choix. Mais nous, en tant qu'organisation nous qui défendons la dignité humaine, ne pouvons pas rester sourds face à la situation qui se produit dans les pays du Golfe, notamment au Liban. Donc pour nous, c'est de droit, c'est notre droit le plus absolu de sonner sur de tirer la sonnette d'alarme, de tirer sur la sonnette d'alarme et de demander aux pays africains de faire quelque chose. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous le faisons souvent, mais le Togo n'a pas toujours réagi favorablement à ce genre de situation, et je ne comprends pas, parce que nous parlons de notre diplomatie qui est toujours active. Je crois que c'est le moment à jamais de mettre à contribution cette diplomatie qui est active là pour faire ramener les Togolais, et ça nous donnera raison. On dit la diplomatie active, ce qui veut dire que le ministre des Affaires étrangères du Togo rentre en contact avec son homologue du Liban, et puis facilement la situation, le problème est réglé. Et c'est ça qui donnera raison à cette diplomatie active. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je ne saurais quoi dire. Alors, parlant de cette diplomatie active, il est vrai que ces dernières années, on voit le Togo à l'offensive sur plusieurs pays, tantôt... Ce qui a salué, c'est tout à fait normal. Ça nous fait du bien en tant que Togolais que notre diplomatie soit active, mais il faut que dans cette diplomatie active, on mette au cœur de cette diplomatie active la vie des Togolais, des Togolais notamment de la diaspora. Les Togolais de la diaspora. Oui, et ça dit que la vie des Togolais de la diaspora importe peu. Oui, c'est vrai que entre-temps, il y a eu les hauts commissariats des Togolais à l'extérieur, HCTE, qui a été mis à place un peu partout dans tous les pays. Mais est-ce que réellement... ça avait permis à l'époque à faire rentrer autant de la Covid-32 togolaise, même si ce n'était pas une initiative officielle. Là, vous me rappelez cela, parce que nous aussi, nous avions beaucoup... Vous aviez dénoncé ça à l'époque. Nous avions dénoncé ça à l'époque, et ce qui a été fait, on l'a salué par la suite. Maintenant, le problème, c'est que on ne sent pas ça. La diplomatie là ne prend pas en compte la vie des Togolais de l'extérieur. Au même moment, rappelle-moi, je me rappelle qu'il y avait une citoyenne sénégalaise qui avait un problème avec sa patronne, c'est-à-dire son employeur. Il y a eu même, donc, parce que la dame a réagi par rapport, la Sénégalaise a réagi par rapport au comportement de sa patronne. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal à l'époque est allé, s'est déplacé pour aller à Oman pour pouvoir défendre la citoyenne sénégalaise. Donc, ces genres de choses, on ne le voit pas. Je n'ai jamais vu le ministre des Affaires étrangères du Togo pour un citoyen, même s'il n'est pas allé officiellement. S'il n'est pas allé officiellement, le citoyen est allé chercher le meilleur à vivre. Donc, dans ce cas, on le considère comme étant citoyen. Et quand il y a quelque chose, il faut toujours venir à leur chevet. Ce n'est pas exactement le cas, et ça, nous le cessons de le déplorer. Ok, on rappelle que le Togo n'a jamais rapatrié des gens dans ces genres de circonstances. Espérons que ça va se faire cette fois-ci. Mais en tout cas, nous avons déjà eu peut-être des rumeurs que il y a quelque chose il y a des initiatives qui se prennent. Donc, on espère que ces initiatives vont être exposées, vont être mises à clair, et puis nous aviserons. Vivement que ces rumeurs deviennent clameurs. Il y a de cela 10 ans, vous étiez déjà, au moins 10 ans, vous étiez déjà dans ce combat. Plus de 10 ans, bien sûr. Plus de 10 ans, oui. Le chiffre à l'époque qui était communiqué, c'était 1500. Aujourd'hui, apparemment, on a 2500. Oui, c'est le nouveau chiffre que nous avons, qu'on nous a communiqué, ça fait 2500. Justement, comment vous faites pour avoir ces chiffres, vu qu'on n'a pas d'ambassade là-bas, même si il y a des consulats, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est pas évident. Non, c'est qu'il y a une amicale quand même des ressortissants togolais au Liban. Donc, la responsable est là, et nous essayons de parler avec elle par rapport à la situation. Donc, je crois que, comme je l'ai déjà dit, les gens sont allés chercher de mieux vivre. Justement. Et si, au retour, il faut qu'ils rentrent encore bredouilles comme ils étaient, c'est une véritable honte, c'est un déshonneur. Donc, les gens préfèrent mourir là-bas. Mais nous estimons quand même que aujourd'hui, la situation est périlleuse, et il faut quand même qu'on fasse signe
le gouvernement togolais fasse signe pour qu'on sache que notre diplomatie est active. Parce que comme ce qui m'enquiquine un peu, c'est qu'il y a 10 ans, ils étaient 1500 et vous avez tout fait, en tout cas tout ce qui est à votre pouvoir. Les chiffres ont évolué. Les chiffres ont évolué. Comment vous justifiez cela pendant que vous essayez d'expliquer aux gens justement qu'il ne faut pas aller dans ces milieux? Alors nous n'avons pas échoué dans notre mission, ça il faut le dire, mais c'est la preuve que il y a quand même eu changement de mentalité. Le chiffre a plus que doublé. Les chiffres ont doublé. Presque doublé. Les chiffres ont doublé et il faut reconnaître aussi qu'il y a des gens qui y vont officiellement. Alors ce que nous disons, on n'interdit pas aux compatriotes de voyager, mais il faut le faire de manière officielle. À éviter des réseaux clandestins. Voilà, justement, vous parlez des réseaux clandestins. Ces réseaux clandestins, c'est eux qui sont la cause du malheur de nos compatriotes. Parce que chaque fois qu'on veut recruter, on promet ciel et terre aux gens. On fait des promesses mirobolantes. On dit, vous allez travailler dans des boutiques, vous allez travailler dans des institutions. Mais finalement, les compatriotes se retrouvent dans les ménages où elles sont des domestiques. On travaille plus de 20 heures. On est peu rémunéré. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vos passeports sont confisqués, vos titres de voyage sont confisqués. Et dès que vous avez envie de partir, vous ne pouvez pas partir parce que il faut d'abord payer tout ce que l'employeur a envoyé au réseau clandestin et vous vous retrouvez que vous travaillez pendant 1 an. Apparemment, vous n'avez pas de salaire en tant que tel parce qu'il faut payer tout ça là à l'employeur. Puis c'est l'employeur qui vous a fait voyager. Mais on ne vous a pas dit ça. C'est vous vous rendez compte au lieu de travail que c'est comme ça se passe. Donc je crois que il y a un réseau, les réseaux clandestins qui vivent de ça, qui en font un fonds de commerce. Et nous souvent nous avons demandé au ministère de la Sécurité, au ministère de la Sécurité autres de pouvoir mettre hors d'état de ces gens. Mais c'est des gens très mobiles, c'est des gens très ingénieux et qui sont dans la nature et qui continuent leur basse. Mais nous avons compris quand même qu'il y a des gens qui ont voyagé officiellement. Ces gens-là, quand ils arrivent, ils sont respectés parce qu'ils ont le papier signé soit du ministère de la Sécurité, du ministère des Affaires du Togo, et eux, c'est eux qui sont souvent bien protégés parce que on sait que derrière eux, il y a le Togo, il y a l'État togolais qui est derrière ce genre de voyage. En vous écoutant, ça me fait rappeler ce qu'une Sénégalaise disait sur RFI, comme quoi elles sont, en tout cas elle l'autre, elle vit bien là-bas. Elle espère quelque part que son pays d'accueil pourra quelque part lui accorder ce qu'elle vit là-bas. Ça me dit que le tableau n'est pas aussi noir. Justement, c'est comme si quand vous prenez les Africains qui meurent dans la Méditerranée, quand vous prenez les gens, malgré les images que nous voyons, il y a d'autres qui préfèrent aussi, il y a les qui veulent demander, ils disent, eux aussi, ils vont tenter leur aventure, voir si ça va leur sourire. Alors, le tableau n'est pas aussi noir. C'est qu'il y a des maisons où on sent quand même de l'humanité. C'est-à-dire quand les gens y arrivent, il y a de l'humanité, on les reçoit, ils sont bien nourris. Ça, on ne dit pas que dans ces pays-là, tout est noir. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même ces services corporels, ces traitements inhumains qu'on inflige aux gens. Mais il y a des maisons, il y a des ménages où quand vous arrivez, c'est comme si vous êtes au paradis parce que ces gens-là ont la crainte de Dieu, ils estiment que ceux qui sont là, c'est leur prochain, c'est leur semblable, donc il faut les traiter comme cela se doit. Donc on ne peint jamais le tableau en noir. Mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on recommande, c'est que les gens ne tombent pas dans les mains de ces réseaux clandestins-là qui finalement profitent de plus que eux ils ne gagnent. Voilà, c'est tout. Alors, depuis que vous avez commencé ce combat, il y a plus de 10 ans, combien de volontaires ont accepté rentrer? Non, je crois, ce qu'il faut dire, notre campagne de sensibilisation, nous cessons de sensibiliser. Et sur ce plateau, il faut reconnaître quand même, il faut saluer le ministère de la Sécurité sous le général Yak, qui nous a beaucoup apporté de soutien d'une manière ou d'une autre. Chaque fois qu'il y a un cas, je crois il réagit très rapidement par rapport à la situation. Et je crois que c'est ça qui nous a permis même déjà, si vous voulez partir aujourd'hui de l'aéroport Gnassingbé et Adema pour aller dans ces pays, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce qu'on vous bloque à l'aéroport, on vous confisque tout et puis on vous retourne. Ça, c'est ça aujourd'hui. C'est ce qui est aujourd'hui. Bon, avant la guerre. Non, depuis un certain moment, depuis que nous avons commencé par dénoncer la situation. C'est-à-dire que quand un Togolais veut aller au Liban, le Togo même bloque depuis ici. Oui, depuis ici, vous ne pouvez pas. Donc, les gens ont trouvé faire mieux. Aller par d'autres pays. Je ne les cite pas, mais les gens aujourd'hui ne quittent pas l'aéroport du Togo,
de Lomé, mais l'aéroport des pays voisins. C'est comme ça se fait. Mais vous avez dit que les gens là, ils vont officiellement. Non, ceux qui veulent aller officiellement, Oui. officiellement, ils ont les papiers, ils peuvent aller officiellement. Même quand on a les papiers et qu'on veut y aller officiellement, on quitte le Togo. Oui, mais là, vous on ne va pas vous bloquer. On ne va pas vous bloquer parce que vous êtes officiel. Okay. Vous avez, comment on l'appelle, un contrat de travail qui est bien connu du ministère des Affaires étrangères, qui est bien connu du ministère de la Sécurité. On ne peut pas vous bloquer. Mais quand vous êtes clandestin, vous n'avez rien, vous n'avez pas de papier, alors vous ne pouvez pas aller. Donc ceux qui savent qu'ils n'ont pas de papier, c'est eux-mêmes qui passent directement par les voies détournées par les pays voisins. Et donc du tout, j'estime quand même que il y a quand même plus de conscience. Il y a aussi ce qu'il faut saluer, c'est que le fait que nous dénonçons souvent cela, dans ces pays, il y a quand même une prise de conscience. Il y a une prise de conscience à certains niveaux. Il y a une prise de conscience à certains niveaux et les traitements ne sont plus comme ça. Donc, beaucoup de personnes sont rentrées par rapport à travers le truchement de nos interventions, sauf que je ne peux pas aujourd'hui donner le chiffre, mais je sais quand même que il y a un travail de fait et aussi il y a la conscientisation de nos compatriotes par rapport à ces pays. À part la conscientisation, l'invitation à rentrer, est-ce que du côté du mouvement Martin Luther King, vous avez un mécanisme qui permet la réinsertion de ces revenantes entre griffes au pays? Nous travaillons avec des associations qui ont cette vocation. Et dès que les gens rentrent souvent, ils sont dirigés vers ces centres qui leur apportent un peu de soutien au ministère des Affaires sociales, mais il faut reconnaître que ce n'est pas encore ça. Et ce qui est important, c'est que il y a des projets, on demande souvent que les gens fassent des projets pour qu'on puisse financer, pour que les partenaires puissent financer. Mais tout ça là, c'est toujours à l'étape embryonnaire, ça n'a pas tellement pris et c'est pourquoi souvent les gens disent mais vous nous demandez de rentrer, quand on rentre, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, donc c'est là où nous sommes souvent coincés, mais je crois que nous allons continuer notre bataille, histoire un jour de pouvoir disposer d'un centre d'accueil de réinsertion de ces compatriotes qui rentrent. Pasteur Dekomi, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais comme cela est de coutume depuis quelques semaines, lorsque je reçois un invité, je lui laisse quand même l'occasion de se prononcer peut-être sur un sujet d'actualité qui n'a rien à voir forcément avec ce dont on parle ce soir. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui vous tient à cœur? Vous avez peut-être un coup de gueule pour terminer. Alors, le sujet d'actualité, ça concerne mon pays, le Togo. Mon pays, le Togo, ne se porte pas aussi bien. Parce que je ne peux pas imaginer que les Togolais aient faim jusqu'à aller chercher du riz sur des dépotoirs. Ça me fait très mal. Parce que le dépotoir est censé être un endroit où il y a les objets qui sont inutiles, les objets qui ne servent à rien. Mais quand on y dépose du riz avarié et que la faim pousse mes compatriotes à aller chercher à manger, je crois que ça doit nous interpeller. Interpeller moi en tant que acteur de la société civile, non seulement acteur de la civile, aussi en tant que autorité municipale. Ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller au sommet de l'État qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, que faire pour que les compatriotes puissent manger au moins 1-2 fois par jour? Je crois que ça doit être ça, la vision de tout gouvernant. Et je pense fondamentalement qu'il y a quelque chose ne va pas. Spirituellement aussi, ça nous interpelle. Puisque je suis pasteur, ça nous interpelle que nos compatriotes aillent chercher des choses avariées sur le dépotoir. Ce sujet n'est plus aujourd'hui d'actualité, mais il est d'actualité parce que on en parle toujours. Parce que ce sujet-là, personne ne peut s'en débarrasser tant que nous ne retrouvons pas de solution à nos compatriotes pour qu'ils soient à l'aise. Donc, une fois encore, nous sommes tous interpellés et nous invitons le peuple togolais à plus de résilience, à plus d'abnégation, parce que il y a en face de nous une situation qu'il faut régler, c'est-à-dire comment gouverner le Togo autrement. Comment gouverner le Togo autrement? Espérons que d'ici là, la situation du riz avarié, ramassé au dépotoir, espérons que dans les semaines à venir, nous puissions avoir plus d'éclaircissements là-dessus. Pasteur Dekomi, merci. Là, ça a été un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Donc, merci. Plaisir partagé avec vous également, chers téléspectateurs. Je vous dis tout simplement que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de notre beau pays, le Togo. Et donc, rendez-vous dans le prochain numéro.
Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.